je présente, elle m'a donc dit de vous dire, pour commencer, pour ceux qui ne connaissaient pas, de commencer par en tant que présidente de Lire et Faire Lire. Alors, je vous le redis, si vous ne le saviez pas. Bien, Michel, en tant que présidente de Lire et Faire Lire, bon, écoutez, je suis très heureuse, surtout, de vous retrouver pour notre deuxième journée de rencontre nationale. Hier, nous étions presque 200 participants. Et j'ai noté, et c'était vraiment très important pour l'équipe, que vous nous avez été fidèles, presque tous, jusqu'à la fin de l'après-midi. Ce fut donc hier un bel après-midi, une remise des labels innovante, puisqu'on était, on était dans la situation de tout faire en distanciel, des tables rondes qui ont mis en avant vos initiatives tout à fait enrichissantes, une présentation de certains de nos partenariats vitaux pour les coordinations. Ces partenariats nous permettent, nous, au national, d'avoir vis-à-vis des coordinations un accompagnement financier, comme c'est le cas dans la campagne Ensemble pour un pays de lecteurs cette année, mais cet accompagnement aussi, comme vous l'avez vu avec certains de nos partenaires, nous permet d'être présents avec vous pour faire des formations et bien sûr faciliter les rencontres avec les auteurs, avec les illustrateurs. Donc, ce fut un bel après-midi, je me permets de le dire, pour remercier toute l'équipe qui s'est mobilisée pendant 2 mois pour passer du présentiel au distanciel. Je dois vous dire que j'ai reçu moi-même plein de petits messages de votre part qui me disaient qu'ils avaient été ravis de ce bel après-midi. Alors, eh bien, écoutez, souhaitons-nous une belle journée, très belle journée. Alors, le programme, ce matin, il y aura la présentation d'une enquête sur les bénévoles de Lire et Faire Lire, une conférence sur la thématique de l'intergénérationnel et du bien vieillir, et cet après-midi sera consacré à l'anniversaire des 20 ans de Lire et Faire Lire. Eh bien, commençons tout de suite par l'enquête que nous voulions sur les bénévoles de Lire et Faire Lire. C'est une enquête que nous voulions faire depuis très longtemps. Et c'était l'occasion, à 20 ans, de se dire, eh bien, mais qui sont nos bénévoles? Il faut nous dire que les médias, même d'autres bénévoles, nous demandaient chaque fois que nous avions des réunions, mais qui sont vos bénévoles? Bien, alors avec plein de lieux, vous savez, de lieux communs. Ah bon, mais tous vos bénévoles, ce sont des enseignants, tous vos bénévoles, ce sont des intellectuels. Donc, il fallait absolument que cette enquête ait lieu. Et c'était vraiment important. Alors, qui sont nos bénévoles? Eh bien, écoutez, je vais laisser Cécile vous présenter l'enquête et vous présenter Adrien Riffaut qui a fait l'analyse de cette enquête. À vous. Merci Michel. Comme tu le disais, effectivement, cette enquête auprès des bénévoles a été lancée en début d'année pour mieux connaître les bénévoles de Lire et Faire Lire, mieux vous connaître, vous, bénévoles qui donnez de votre temps toutes les semaines pour aller lire des histoires aux enfants. Dans ce questionnaire étaient posées des questions à la fois sur vos expériences professionnelles, mais aussi sur vos liens avec la lecture ou par exemple encore votre temps de préparation pour intervenir auprès des enfants. On a reçu plus de 5000 réponses de l'ensemble des départements, donc c'est déjà une très belle réussite de mobilisation. Et puis, à partir de ces données brutes, nous avons travaillé avec Adrien Riffaut, qui est sociologue et chercheur associé au CERLI. Le CERLI, c'est le Centre de recherche sur les liens sociaux. Et le projet était de donner une lecture sociologique, de croiser les données avec le monde bénévole en général. Donc, si vous avez des questions pendant l'intervention d'Adrien Riffaut, n'hésitez pas à les écrire dans l'espace conversé et puis je pourrai les relever et lui poser à la fin de son intervention. Mais pour l'instant, Adrien, c'est à toi pour nous donner la lecture de ces données. Écoutez, merci beaucoup. Déjà, merci de m'avoir invité à me joindre à cet anniversaire. C'est une joie pour moi de commenter 20 ans de bénévolat au sein de votre association. Et surtout de commenter une si belle enquête, comme l'a précisé Cécile. Plus de 5000 réponses, c'est vraiment une réussite, même
en sociologie, quand on lance des enquêtes dans les laboratoires à l'université, on n'a parfois pas tant de réponses. Donc, félicitations à vous d'ores et déjà pour votre engagement auprès de l'association. Donc, je vais vous présenter l'enquête. Donc, je vais partager mon écran pour que vous puissiez avoir le diaporama sous les yeux. Hop. Donc, j'espère que vous avez tous le diaporama sous les yeux. Donc, je vais vous présenter le sommaire de la présentation. Donc, dans un premier temps, je vais vous apporter des données contextuelles sur le bénévolat en général pour mieux situer l'action de Lire et Faire Lire dans le paysage associatif français. Donc, ce sera une photographie un peu en quelques chiffres du bénévolat en France. Donc là, vous aurez des données sur la situation du bénévolat en France. J'ai volontairement été prendre les données les plus actuelles dont on dispose aujourd'hui sur les chiffres du bénévolat. Dans un deuxième temps, je vous proposerai une photographie du bénévolat chez Lire et Faire Lire. Donc là, vous aurez des données spécifiques sur les bénévoles de votre association. Et du coup, je vais décrire et commenter le profil des bénévoles de l'association et de dégager un peu des grandes tendances. Et puis, dans un troisième temps, je vais vous proposer une réflexion sur les représentations et les idées reçues que peut véhiculer le bénévolat chez Lire et Faire Lire. Toute association est porteuse de valeurs et est associée à une image. Et l'idée, c'est de travailler sur cette image, permet d'identifier des leviers, mais aussi de minimiser certains freins. Donc là, l'idée, c'est vraiment de voir quelle est l'image du bénévole de Lire et Faire Lire pour pouvoir après en tirer des enseignements, une réflexion et peut-être aller de l'avant. Donc, le bénévolat en quelques chiffres. Donc tout d'abord, si on s'intéresse un peu à la vie bénévole en France, on constate déjà qu'un chiffre assez étonnant, 19 millions de bénévoles, soit 37% des Français. Alors, on peut s'étonner de ce chiffre relativement conséquent dans la mesure où dans les médias, dans la presse, vous entendez régulièrement que nous sommes des sociétés individualistes où les valeurs solidaires, les valeurs altruistes sont plutôt en déclin. Alors qu'on a aussi parallèlement ce chiffre de 19 millions de bénévoles qui montrerait une forte vitalité. Donc déjà, c'est d'une certaine manière s'interroger sur cet individualisme et plutôt montrer que finalement, la participation n'est pas en déclin, mais qu'elle évolue à l'aune des évolutions de la société. Donc là, l'idée à retenir, c'est que des formes d'individualisme ou d'intérêt pour soi peuvent coexister avec des participations à la vie de la cité, à la collectivité. Quand on regarde un peu maintenant qui sont ces bénévoles, il faut distinguer les bénévoles qui agissent dans des associations, les bénévoles qui agissent dans d'autres organisations comme les écoles, les mairies ou les églises. On a souvent tendance à se représenter le bénévole comme étant un individu qui agit dans une association, mais on oublie trop souvent les conseillers municipaux, les adjoints au maire qui donnent aussi de leur temps, qui ne sont pas rémunérés, ou les personnes qui sont parents d'élèves, par exemple, qui donnent aussi de leur temps dans les écoles. Et donc, ce chiffre de 19 millions englobe aussi bien ceux qui agissent dans les associations, dans d'autres organisations, mais aussi, et ça c'est une donnée qu'on oublie trop souvent, le bénévolat hors organisation, auprès de voisins, auprès d'amis, auprès de sa famille. Donc l'idée, c'est qu'on constate malgré tout que le bénévolat est majoritairement associatif, mais quand on regarde les chiffres de plus près, on remarque que le bénévolat hors association est souvent ignoré et peu comptabilisé. Or, on remarque qu'il représente quand même une bonne partie du bénévolat. Et surtout, si on s'intéresse également aux chiffres de manière plus précise, on s'aperçoit qu'il y a une surreprésentation féminine dans le domaine du soin et du relationnel. Et on remarque que dans
dans le monde associatif, que ce monde associatif est encore très genré. C'est-à-dire qu'il y a une surreprésentation des femmes dans les associations plus relationnelles, ou en tout cas de soins à la personne. Donc là aussi, il y a des formes de... il y a un modèle qui est encore très genré dans les associations. Si on regarde maintenant les rapports hommes-femmes, en tout cas les bénévoles femmes et les bénévoles hommes, on se rend compte qu'il y a une parité. Donc là, on s'émancipe un petit peu de l'image, de l'ancienne image du bénévolat qu'on associe souvent à une figure féminine, hein, les fameuses dames patronesses de la fin du 19e siècle, où on se rend compte que le bénévolat contemporain et moderne recoupe une parité homme-femme. En tout cas, il y a autant de bénévoles hommes que de bénévoles femmes. Donc là, en l'occurrence, la parité est plutôt bienvenue et heureuse. Mais attention, hein, la parité ne signifie pas nécessairement une égalité. Et là, si on regarde les chiffres de plus près, on se rend compte, par exemple, qu'il y a une surreprésentation masculine dans les mandats électifs. Il y a beaucoup plus de présidents hommes dans les associations que de présidentes femmes. Et les responsabilités associatives sont encore majoritairement occupées par les hommes. Également, quand on regarde les domaines, les hommes occupent plutôt le domaine sportif, en tout cas sont surreprésentés dans le domaine sportif, par opposition aux femmes qui, comme je l'ai dit dans la précédente, s'orienteraient plus majoritairement dans le domaine social, la jeunesse et l'éducation populaire. Donc là aussi, il faut bien regarder les chiffres. Une parité ne signifie pas nécessairement une égalité. Alors maintenant, si on regarde un petit peu les bénévolats, qui sont bénévoles et puis quels sont leurs âges. Alors, on se rend compte en regardant ce graphique qu'on a un bénévolat plus massif chez les seniors qui s'explique par bien tout simplement un temps libre plus important et surtout l'emploi d'un temps libre plus actif. Et ça, je pense que c'est une donnée importante, c'est-à-dire que on peut avoir du temps libre, mais l'employer de manière active est une autre donnée. Donc, un bénévolat majoritairement de seniors, plutôt, alors j'ai pas mis de graphique parce que je voulais pas non plus vous noyer sous les graphiques, mais plutôt le bénévolat recoupe plutôt des catégories socio-professionnelles plutôt moyennes, voire aisées, et des profils d'individus plutôt diplômés. Mais on se rend compte que le bénévolat augmente malgré tout chez les jeunes et qu'il y a une légère baisse du bénévolat chez les seniors. Donc là aussi, hein, on lutte aussi contre les idées reçues d'une jeunesse qui serait peu engagée ou en tout cas peu impliquée dans la vie de la cité, où on se satisfait aussi de cette augmentation chez les jeunes. Et la baisse du bénévolat chez les seniors peut s'expliquer aussi par le développement de certaines formes de solidarité familiale et intergénérationnelle avec la superposition des générations aujourd'hui dans les foyers où on peut avoir un grand-parent, même des arrière-grands-parents. Et là, l'entraide se resserrera plutôt dans le noyau familial ou un bénévolat hors organisation, comme je vous l'ai montré dans le graphique précédent. Alors maintenant, si on regarde la question de la fidélisation, je sais que vous, les associations, vous êtes très soucieuses de ce point-là. En tout cas, vous y apportez une importance particulière. La fidélisation, est-ce que les bénévoles sont fidèles? Est-ce qu'ils sont bénévoles longtemps? On se rend compte que oui, puisque près de 45% des bénévoles sont bénévoles depuis au moins 5 ans. Et près d'un tiers depuis plus de 10 ans. Donc, ce sont quand même des chiffres assez éloquents. Mais là aussi, hein, il faut faire attention, la fidélité ne signifie pas l'allégeance. Et quand on regarde un peu la vitalité du monde associatif, on s'aperçoit que les bénévoles sont nombreux à s'investir dans plusieurs associations. Donc, vous pouvez, à une même question, depuis combien de temps êtes-vous bénévole? Vous pouvez répondre, je suis bénévole depuis plus de 10 ans, mais au cours de ces dizaines d'années de bénévolat, vous avez pu fréquenter 3, 4, voire 5 associations. Donc là aussi, il faut être précis. Le bénévolat assure, en tout cas regroupe
une catégorie d'individus fidèles à leur engagement, mais ne sont pas nécessairement, ne font pas vœu d'allégeance à une association en particulier. Alors, si on regarde la fidélité, on a là aussi les chiffres sont éloquents. Alors, je vous ai mis toutes les sources, vous pourrez retrouver tous ces graphiques, toutes les études que j'ai mentionnées, tous les graphiques sont disponibles, tous les rapports sont disponibles. Donc, vous pourrez retrouver l'entièreté de ces tableaux dans les études correspondantes. Mais là, en l'occurrence, on se rend compte que les seniors sont beaucoup plus fidèles que les autres catégories de la population. Donc, quand on regarde, par exemple, les bénévoles de 65 ans, de 65 à 74 ans, sont près de 40% à être bénévoles depuis plus de 10 ans. Et là, le chiffre explose pour les bénévoles de 75 ans et plus, qui sont 73% à être bénévoles depuis plus de 10 ans. Donc là, une constance qui s'explique par la convergence de deux facteurs. D'une part, le temps libre, comme je l'ai dit, et puis l'utilité sociale, qui est un besoin exprimé après le départ en retraite. Là, si on regarde le niveau de diplôme, on a vu tout à l'heure que la parité homme-femme était de mise dans le bénévolat. Là, au niveau du diplôme, il y a une ligne de fracture assez nette, où quand on regarde un petit peu ces chiffres, on voit que plus le niveau de diplôme est élevé, plus le taux de bénévolat augmente. Alors, il y a des exceptions dans certains domaines. Le bénévolat sportif est peu sensible à cette tendance. Vous avez des chiffres relativement égaux dans les niveaux de diplôme. Et le bénévolat de loisirs également, où les plus diplômés sont moins susceptibles d'être bénévoles. Donc là, on le voit, 36% des bénévoles, des individus sans diplôme ou qui ont un BEPC ou un CEP, sont seulement 36% à déclarer faire du bénévolat contre 55% des diplômés de l'enseignement supérieur. Donc, le diplôme crée une ligne de fracture importante, mais la variable qui est la plus structurante, en tout cas celle qui influence davantage le fait de faire du bénévolat, c'est bien sûr la socialisation familiale. Le fait d'avoir eu des parents bénévoles influence lourdement la pratique de bénévolat. Près de 2/3 des enfants de bénévoles deviennent eux-mêmes bénévoles, contre seulement 37% des enfants dont les parents n'étaient pas bénévoles. Donc là, on voit vraiment qu'il y a le poids d'une éducation, que le bénévolat, c'est aussi une culture, il y a une culture de l'engagement, il y a une culture du bénévolat qui est une variable plus structurante que le diplôme ou peut-être les motivations personnelles. Alors maintenant, si on s'intéresse, on a regardé un peu les profils des diplômes, on a regardé un peu la question des hommes et des femmes, de la fidélité. Si on regarde maintenant les motivations, quels sont les moteurs principaux de l'engagement bénévole, on voit dans ce graphique que la motivation altruiste, l'utilité sociale, est loin devant toutes les autres motivations. Alors, ne soyez pas surpris que les taux là ne sont pas égaux à 100%, puisque dans ces enquêtes, plusieurs réponses sont possibles. En général, il y a plusieurs réponses possibles, 3 à 4 réponses possibles. Mais disons que ce sont les taux qui ont été cités en premier majoritairement par les bénévoles. Donc, si on regarde un petit peu ce graphique, on s'aperçoit que les motivations aujourd'hui obéissent à un double spectre de motivations qu'on pourrait qualifier ainsi. Les bénévoles agissent à la fois pour eux-mêmes, mais également pour autrui. Donc, il faut le voir véritablement comme une articulation, ne pas tomber dans des poncifs qu'on dirait finalement on est dans des sociétés égoïstes où le bénévole finalement le bénévolat répond à un besoin personnel et que c'est avant tout le souci de soi qui anime les bénévoles, ou au contraire avoir une vision du bénévole totalement dévoué et altruiste. Le bénévolat contemporain répond à une double logique de motivation, une double logique motivationnelle. Être utile et donner du sens,
agir pour les autres, mais aussi développer des compétences, appartenir à une équipe, donc se sociabiliser, exercer des responsabilités aussi. Le bénévolat des jeunes, par exemple, est très formateur, hein, et souvent, ça leur permet de découvrir des compétences, de tester leur goût, etc. Donc, il y a cette double logique des motivations qui intervient dans le bénévolat. Et ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que cet équilibre entre l'agir pour soi et l'agir pour autrui est clairement assumé par les bénévoles. Et elle nous éloigne de la figure du bénévolat plus ancien, plus traditionnel, où finalement la figure du dévouement était plutôt mise en avant. Autrefois, peut-être quand on regarde les chiffres d'un bénévolat plus traditionnel, la question de je me fais plaisir dans mon bénévolat ou ça m'apporte des compétences, ça m'apporte des choses, était peut-être plus cachée ou en tout cas moins mise en avant. Aujourd'hui, la tendance, c'est de clairement assumer le fait qu'on se fait aussi plaisir dans le bénévolat, qu'on apprend des choses, que ça donne un sens à notre vie, tout en étant utile à la société. Alors, voilà pour ces données un peu, on va dire, ces données générales, hein, sur le bénévolat en France au niveau des chiffres. Maintenant, j'en viens à l'enquête de Lire et faire lire et aux chiffres qui vous concernent. Donc, comme l'a dit Cécile, hein, c'est une enquête nationale de grande ampleur. Donc, au niveau de la solidité et de la fiabilité de l'analyse, on peut considérer qu'on est dans une enquête où les chiffres sont solides et on peut faire l'économie d'une surinterprétation. Donc ça, c'est déjà une question, enfin, un point important. Une participation massive qui est un des premiers résultats, hein, moi, qui montre que vous êtes impliqué et attaché à votre association. Donc le taux de réponse est un résultat en soi qui me paraît important qu'il est important de souligner. Ensuite, je voudrais préciser que c'est une enquête qui parle de vous. Et là, je vais vous passer une série de graphiques avec des chiffres, des grandes catégories, mais je suis très attentif à ce que derrière ces grandes catégories, on n'oublie jamais les parcours singuliers et les itinéraires personnels. Vous avez chacun votre parcours, vous avez chacun votre histoire. Ce qui vous a amené à lire et faire lire répond à des besoins parfois qui sont très intimes et personnels. Et on a conscience en dépouillant, en analysant un peu ces grands chiffres, ces grandes catégories, que derrière ces chiffres se cachent des individus, des bénévoles bien incarnés. Et on va décrire des grandes tendances sans bien évidemment omettre tous vos itinéraires personnels. Donc l'idée, ça va être de faire parler les chiffres sans vous enfermer dans des cases. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser en fin d'intervention. J'attire votre attention également que cette enquête était aussi, le questionnaire a été construit de telle sorte qu'il y avait aussi des réponses ouvertes. Donc, pardon. Ces réponses ouvertes, vous pouviez mentionner plutôt des opinions plus personnelles qui nous permettent, nous, d'avoir aussi des données plus qualitatives. Qu'on a aussi analysé. Alors, qui sont les bénévoles de Lire et faire lire? Eh bien, on remarque, et ça c'est un chiffre éloquent, hein, que le bénévole de Lire et faire lire, si on doit en faire un portrait robot, c'est plutôt une femme. Hein. Vous êtes 91% de femmes dans cette association contre 9% d'hommes. Donc, c'est un bénévolat majoritairement féminin qui rencontre les données nationales, hein, puisque je l'ai dit tout à l'heure, les femmes s'investissent majoritairement dans les associations d'éducation populaire et dans les bénévolats relationnels. Les bénévolats de Lire et faire lire, c'est un bénévolat relationnel avec une relation tissée avec l'enfant, la lecture, et qui rentre dans le domaine de l'éducation populaire. Donc là, les chiffres de Lire et faire lire rencontrent les données nationales à cette distinction près, c'est que c'est une association qui est presque exclusivement féminine. Donc là, on a vraiment un taux très important. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir aussi, mais ça, les données
nous montre, c'est de travailler sur cette population de bénévoles masculins, hein, des bénévoles de Lire et Faire Lire qui évoluent dans un univers très, très féminin. Alors, le portrait robot, le bénévole, c'est une femme, mais c'est majoritairement aussi un senior de plus de 60 ans. Alors, il y a peu de mixité intergénérationnelle à Lire et Faire Lire. Vous êtes 87% à avoir entre 50 et 60 ans, et entre plus de 60 ans, pardon, et 13% seulement à avoir entre 50 et 60 ans. Donc, peu de mixité intergénérationnelle, mais c'est un positionnement clairement assumé par l'association qui contribue à valoriser un vieillissement actif à travers le bénévolat. Donc, c'est sans surprise de constater que vous êtes des seniors de plus de 60 ans, puisque c'est un positionnement clairement assumé par l'association. Alors là aussi, le bénévole des Lire et Faire Lire agit dans plusieurs associations. Donc quand on vous pose la question de savoir est-ce que vous êtes bénévole par ailleurs, eh bien vous êtes 62% à répondre que oui, vous avez d'autres engagements par ailleurs. Et quand on regarde vos engagements, vous êtes majoritairement investi dans le domaine de la culture et dans le domaine du sport. 34% d'entre vous sont dans le domaine de la culture et 15% dans le sport. Donc, on voit vraiment à travers cette pluriactivité de vos engagements que vous êtes des seniors actifs et engagés. Ça, c'est une donnée qui est confirmée par cette enquête nationale. Et la tendance forte qui se dégage, c'est votre dynamisme qui est mu par une forte volonté d'utilité sociale. Alors, j'ai recoupé également ces données quantitatives par des données plus qualitatives qui ont été recueillies par une enquête qui avait été menée par l'UNAF en 2011, qui montrait, donc pour corroborer cette activité, ou en tout cas ce dynamisme qui vous anime, qui montrait que vous étiez des bénévoles à l'aise avec l'outil Internet déjà en 2011, des bénévoles qui voyageaient, qui faisaient du sport, et puis qui étaient mus par le désir d'apprendre et de continuer à se former. Donc là, on voyait vraiment que la question de la formation continue vous habitait tout au long de votre trajectoire et de votre vie, et qui était tourné vers les autres et qui était motivé aussi par un grand souhait d'être utile à la société. Alors là aussi, quand on regarde un petit peu les réponses, vous avez été majoritairement à répondre dans d'autres régions, donc ce qu'on appelait anciennement la province, et parfois des régions rurales. Donc on a trop souvent l'image aussi, quand on regarde les grandes données nationales, d'un bénévolat qui est plutôt urbain. Si vous voyez les reportages télévisés, quand vous lisez la presse, on voit souvent l'image de l'archétype du bénévole, c'est le bénévole qui sert au Resto du Cœur et qui agit généralement dans une grosse ville. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vitalité, en tout cas votre association montre des formes de vitalité d'un tissu associatif rural, ou en tout cas plutôt en région, en zone périurbaine, et vous étiez seulement 22% à répondre en Île-de-France. Donc, la question région, Île-de-France, ou en tout cas métropole et zone rurale est intéressante. Ce qui montre aussi que le bénévole de Lire et Faire Lire peut parfois aussi parcourir plusieurs kilomètres pour se rendre à son point de lecture. Ce qui est intéressant aussi, donc ça montre aussi que généralement le bénévolat en zone rurale est beaucoup plus motivé. Il faut prendre sa voiture, il faut se rendre parfois dans une bibliothèque, dans une école, et ça suppose en tout cas une contrainte supplémentaire que n'ont pas les bénévoles vivant dans de grosses métropoles et qui peuvent se déplacer plus facilement. Donc ça me paraissait important de montrer ce camembert qui est quand même près de 80%, vous vivez en région. Là, si on regarde un peu les modalités de votre intervention, combien de fois
par semaine, le bénévole de Lire et Faire Lire intervient dans son association, eh bien, on voit qu'une forte majorité, 87% des bénévoles, vous êtes engagés de manière hebdomadaire. Donc déjà, c'est intéressant. Plus des 2 tiers d'entre vous assurent plusieurs séances de lecture hebdomadaire. Hein, donc c'est intéressant de voir que vous y allez plusieurs fois aussi. Et là, c'est vraiment des chiffres qui nous éloignent de cette fameuse tendance au butinage associatif qu'on constate dans les données nationales, où on a tendance plutôt à grappiller, à glaner quelques heures de bénévolat dans une association, puis plutôt dans une autre. Là, on a affaire plutôt à des bénévoles fidèles, mais aussi réguliers. Je pense que la régularité de l'engagement, c'est une donnée importante à souligner. Là, si on regarde le temps consacré par semaine à l'association, alors là, c'est pour préparer, c'est pour préparer les interventions. Là, on voit que vous êtes à la fois des bénévoles réguliers, mais des bénévoles aussi investis, puisque presque de la moitié, 43%, vous consacrez au moins 1 heure par semaine à préparer vos interventions. Plus de 2 tiers consacrent 2 heures ou plus par semaine à leur bénévolat. Donc, il y a à la fois le temps de préparation, mais il y a aussi le temps de lecture qui intervient. Donc, vous avez plutôt un investissement fort de ce point de vue-là. Au niveau de l'ancienneté du bénévolat, ce qui est intéressant quand on regarde ce camembert et comment on peut le lire, c'est que Lire et Faire Lire se compose vraiment d'un socle d'anciens bénévoles avec une petite proportion de nouvelles recrues. Donc, on voit que Lire et Faire Lire fonctionne principalement sur ces bénévoles fidèles. Et là, l'avantage des bénévoles fidèles, c'est qu'ils sont formés et à l'aise dans leur action. Quand ça fait longtemps qu'on est bénévole dans une association, on y a ses habitudes, on a capitalisé de l'expérience, on est aguerri, on va dire. Donc ça, c'est plutôt le point positif. Par contre, ça peut être un bémol. Ça montre qu'il y a une ouverture timide aux nouveaux arrivants. Et donc, peut-être que l'association se prive là d'un renouvellement de ses forces vives avec tout ce que ça comporte comme imagination, comme innovation aussi. Ces bénévoles représentent 15% du socle de bénévoles. Donc là aussi, peut-être réfléchir aussi sur les atouts, mais les chiffres qui demanderaient peut-être, qui seraient intéressants peut-être de redresser, de regonfler. Au niveau du degré de satisfaction, alors là, je crois que c'est le chiffre qui dépasse aussi bien le taux homme-femme, mais là, en tout cas, dans le degré de satisfaction, moi, j'ai été très surpris de ce taux. Vous êtes 97% à être satisfait de votre bénévolat. Donc là, j'ai volontairement aggloméré les réponses très satisfaits et plutôt satisfaits. Donc 87% de bénévoles satisfaits, c'est un chiffre quand même qui est très étonnant et qui montre que vous êtes à l'aise dans votre action, que vous prenez du plaisir à agir auprès des jeunes et que vous êtes bien dans vos engagements. Donc ça me paraît très intéressant et puis surtout valorisant pour vous et pour votre association de le mentionner. Et là, moi, je me suis intéressé aussi aux 3%, donc qui sont les bénévoles qui sont insatisfaits et pourquoi, en fait, quels sont les motifs de leur insatisfaction. Parce que malgré tout, 3% de 5000, ça représente quand même quelques bénévoles malgré tout. Donc là aussi, ça me paraît intéressant de voir ce qui se passe derrière. Et l'argument principalement évoqué, c'était le manque de partage et d'échange comme motif principal de l'insatisfaction. Alors là, j'ai prélevé quelques verbatims que vous avez pu mettre dans les commentaires libres du questionnaire. Donc, une bénévole nous dit « il n'y a pas suffisamment de partage et d'échange au sein de l'équipe, c'est vraiment dommage ». Ou une autre nous dit « j'ai été très déçue par l'association qui ne m'a pas apporté d'aide, d'échange et de formation ». Donc là, il y a peut-être aussi, comme vous êtes dans une association qui fonctionne de manière pyramidale, il y a peut-être une réflexion à mener justement sur
eh bien, le rôle des bénévoles relais. Je crois que ça a été très important, la mise en place de ces bénévoles relais qui tissaient le lien justement entre ces différents pôles. Mais malgré tout, voilà, il y a peut-être cette question sur le partage et l'échange qui doit malgré tout être nuancée, hein, puisque quand on regarde le taux, il y a quand même 73% des bénévoles interrogés qui sont satisfaits des temps de convivialité proposés par l'association. Donc, il faut quand même minimiser aussi ces 3%. Vous êtes quand même très majoritaire à signifier qu'il y a des temps de convivialité, qu'il y a néanmoins du partage dans l'association. 27% se montrent quand même plus réservés, soit en ne participant pas du tout aux échanges, mais ça peut relever aussi de leur volonté personnelle, soit en se montrant plus critiques. Alors là aussi, hein, quand on regarde les sources centrales, les deux sources centrales de motivation des bénévoles de Lire et Faire Lire, c'est le contact, les échanges avec l'autre et puis la convivialité. Je pense que là, c'est le triptyque, ou en tout cas contact et échange et puis convivialité, qui sont les deux sources centrales de motivation. Donc là, on voit vraiment hein, que si vous êtes des bénévoles retraités, vous êtes loin d'être en retrait, ou en tout cas, vous, ce qui vous anime, c'est la sociabilité, c'est les échanges, c'est les contacts. Vous recherchez le contact avec l'autre dans une ambiance conviviale. Donc, il y a aussi cette ambiance conviviale qui est importante. Et ce qui me paraît important, c'est que vous vous prémunissez, mais ça, je pense que ça répond tout à fait aux valeurs portées par l'association, hein, et puis à ces grands engagements aussi. Vous vous prémunissez de ce que les sociologues nomment la retraite mort sociale par une retraite solidaire. Donc la retraite mort sociale, c'est un concept sociologique qui montre que quand intervient le passage en retraite, où l'identité professionnelle demeure toujours une identité très structurante dans nos sociétés, et bien quand cette identité professionnelle disparaît, soit par le chômage d'ailleurs, hein, le chômage peut aussi être un moyen d'entrer en bénévolat, hein, le fait d'être actif, de s'engager dans une association peut être très valorisant pour les personnes sans emploi. Mais en tout cas, vous glissez en tout cas de la retraite vers une retraite solidaire qui vous permet justement de vous prémunir de cette retraite mort sociale auquel sont confrontés les retraités qui se trouvent désœuvrés suite à leur passage en retraite. Alors là aussi, j'ai souhaité mettre en perspective l'étude menée par l'UNAF en 2011, qui avait déjà révélé une satisfaction massive, mais qui mettait aussi en lumière l'attachement des bénévoles à l'association et le sens qu'ils donnaient à leur action. Là aussi, hein, il y a un profil des bénévoles dynamique et actif qui était affirmé aussi par la pluralité des engagements associatifs. 62% des bénévoles étaient aussi engagés dans d'autres associations. Et l'association, là, vraiment, est le point d'ancrage pour rester actif et dynamique. En tout cas, c'est comme ça que vous le en 2011, il y avait également ce point de vigilance qui était souligné, c'est-à-dire la distance et l'écart des instances associatives qui était évoqué par certains bénévoles qui déploraient déjà le manque de lien avec les équipes. Donc ça corrobore aussi les chiffres qui nous sont donnés aujourd'hui. Alors j'en viens maintenant au troisième temps de cette présentation, les idées reçues sur le bénévolat chez Lire et Faire Lire. On pourrait l'interpréter comme les stéréotypes, hein, quels sont les grands stéréotypes du bénévole de Lire et Faire Lire. Alors, pourquoi on a proposé cet angle? C'était déjà pour battre en brèche les idées reçues. Et battre en brèche les idées reçues, ça nous permet de lever des freins et d'actionner des leviers. Et ça, c'est plutôt, on va dire, à destination des responsables, en tout cas, et puis même peut-être à destination des individus, des personnes qui souhaiteraient faire du bénévolat chez Lire et Faire Lire, mais qui n'osent pas parce que
On s'imagine que le bénévole de Lire et Faire Lire est un enseignant, que le bénévole de Lire et Faire Lire est quelqu'un de très diplômé, est un intellectuel, qu'il faut avoir des compétences en matière de pédagogie pour faire ce bénévolat. Donc, toutes les représentations un peu qui courent. Et puis, pour aussi déconstruire aussi peut-être une image du bénévole de Lire et Faire Lire qui n'est pas toujours flatteuse. Alors, c'est l'image du bénévolat en général, hein, où on associe souvent l'image du bénévole, la figure du dévouement, et puis le bénévole de Lire et Faire Lire, un bénévolat de personnes âgées, ou en tout cas qui n'est pas forcément toujours très valorisant auprès du monde de la petite enfance. Bref, qui sont des images qui sont éloignées des réalités du terrain, comme on va le voir. Alors là, la première image qui me paraît importante d'être déconstruite, c'est l'idée que le bénévole de Lire et Faire Lire est très diplômé ou diplômé. Vous l'avez vu avec les données nationales, où on se rend compte que plus le niveau de diplôme augmente et plus le taux de bénévolat augmente. Et là, il y a une très belle surprise, et je trouve que c'est là, pour le coup, quand on regarde ce camembert qui est très équilibré, on se rend compte que vous avez vraiment, s'il n'y a pas, pour le coup, chez vous, de parité, on va dire homme-femme, vous avez quasiment une parité au niveau du diplôme. Donc, il y a vraiment une fracture qui est moins marquée que celle relevée dans les données nationales. Et c'est un constat qui est d'autant plus surprenant que c'est un bénévolat qui suppose quand même une relative bonne maîtrise des compétences langagières et de lecture. Donc là aussi, hein, l'idée qu'on se fait qu'il faudrait peut-être être très diplômé pour être bénévole chez Lire et Faire Lire, on se rend compte que vous êtes quand même 35% à avoir le CAP et le bac. D'accord? Et encore une fois, hein, donc pour moi, c'est une satisfaction, une réussite où le diplôme n'est pas un frein, en tout cas, au bénévolat chez Lire et Faire Lire. Ça me paraît être la donnée à mettre en valeur dans ce type de graphique. Et on voit que finalement, les bénévoles les plus diplômés, ceux qui ont bac plus 5, sont moins nombreux que ceux qui ont simplement le bac et le CAP. Donc, pour une fois, la tendance s'inverse, et c'est une tendance heureuse. Alors, s'ils ne sont pas tous s'ils sont pas tous très diplômés, en tout cas, là, en revanche, ce qu'on peut constater, c'est que le bénévole de Lire et Faire Lire aime lire. En tout cas, vous êtes deux grands lecteurs. Et ça, c'est une donnée que j'ai comparée avec les données nationales. Donc, je me suis référé à la grande enquête nationale du Centre national du livre, du CNL, où le Centre national du livre considère comme étant un grand lecteur quand un individu lit plus de 20 livres par an. Et donc, si je me réfère à cette donnée de base, vous êtes 93%, vous, à lire plus de 20 livres par an. Vous êtes nettement supérieur à la moyenne nationale, où, quand on regarde les chiffres nationaux, les Français sont 31% à lire plus de 20 livres par an. Donc là, vous êtes de grands lecteurs, vous aimez la lecture, c'est une activité qui anime vos journées, qui vous habite et que vous transmettez aussi aux jeunes que vous accompagnez. Plus d'un tiers des bénévoles aussi de Lire et Faire Lire consacrent chaque année entre 100 et 200 euros pour l'achat de livres. Donc, on vous avait aussi demandé votre budget lecture, ce qui est quand même un budget important. Et 13% d'entre vous y consacrent entre 200 et 500 euros. Donc, vous êtes à la fois des grands lecteurs, mais c'est une activité dans laquelle vous investissez aussi votre argent, même si par ailleurs vous n'êtes pas très fortuné ou c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, une donnée importante qui me paraît essentielle, c'est votre goût pour la lecture et les livres, et qui est une variable beaucoup plus structurante, en tout cas chez vous, que le diplôme. Alors là aussi, hein, l'image, le spectre du bénévole de Lire et Faire Lire comme étant un ancien enseignant, hein, vous êtes dans la représentation tous des anciens profs ou des anciens enseignants, eh bien, les chiffres nous montrent que non, et que vous venez d'horizons très divers, très hétérogènes. Vous n'êtes que seulement 23% d'enseignants. Par contre, ce qui vous réunit, si vous venez d'horizons très divers, on voit que vous avez quand même dans vos anciennes professions une forte dimension relationnelle dans vos métiers. Vous êtes 21% à avoir été
exercer une profession dans la santé ou l'action sociale, donc des domaines qui sont quand même proches du relationnel ou en tout cas du contact avec l'autre. Vous avez l'habitude d'être au contact avec l'autre. 16% dans l'administration publique. Donc, c'est des professions qui sont supposées plus engagées que d'autres par leur mission d'intérêt général et de service public. Donc, il y a une dimension aussi d'engagement. Et puis, vous êtes autre. Alors, il y avait, vous venez aussi du domaine du commerce, de l'artisanat, des professions libérales, de la banque aussi. Vous êtes assez nombreux à venir de ce domaine. Donc, des domaines a priori très éloignés de la jeunesse et de l'éducation populaire. Donc, là aussi, la proximité avec le monde de l'enseignement, de la jeunesse, n'est véritablement pas un frein, et je crois que c'est une donnée qui peut être communiquée notamment soit dans les campagnes pour fidéliser ou recruter de nouveaux bénévoles. Je pense que c'est important de se dire que on peut exercer son bénévolat chez Lire et Faire Lire et bien l'exercer puisque ses répondants sont majoritaires, enfin sont très fidèles et bénévoles de longue date, tout en venant du commerce, de la banque ou de l'industrie. Alors là aussi, hein, une donnée qui était intéressante, on se rend compte que peut-être que l'image, la représentation, c'est que le bénévole de Lire et Faire Lire souhaite, en tout cas, on doit avoir un lien privilégié avec la jeunesse. Et ben, vous n'êtes que 6% à avoir déclaré rechercher une relation privilégiée avec les enfants, et 80, ce qui montre que cette recherche de relation, même si bien évidemment vous êtes tous satisfaits de lire ces histoires et d'être à leur contact. En tout cas, ça n'a pas été massif, ou en tout cas, ça n'a pas été ce qui a été exprimé de manière massive. Vous n'êtes que seulement 6% à évoquer le contact avec les enfants comme une motivation de votre engagement. Donc là aussi, la proximité avec le monde de l'enfance, ce n'est pas forcément un moteur fort de l'engagement chez Lire et Faire Lire, et on peut aussi ne pas avoir eu de contact privilégié avec le monde de l'enfance pour entrer en bénévolat chez Lire et Faire Lire aussi. Donc ça aussi, c'est une donnée importante de ce point de vue-là qui me semble-t-il, me paraissait intéressante de souligner. Et là aussi, ce qui est intéressant, on s'imagine que le Lire et Faire Lire, c'est une association, on va dire, qui repose sur un entre-soi ou une cooptation, en tout cas un univers assez fermé. Là, on montre que l'entrée chez Lire et Faire Lire ne se fait pas toujours, enfin, on n'est pas toujours parrainé par un autre bénévole. Vous êtes 2/3 des bénévoles à n'avoir été sans lien avec Lire et Faire Lire, à avoir découvert l'association sur un stand dans un forum des associations, une affiche à la bibliothèque, bref, à ne pas avoir ni de connaissances ni de lien avec Lire et Faire Lire. Donc, ça montre malgré tout que si les nouveaux bénévoles sont moins nombreux, on a vu qu'ils étaient 15%, on voit qu'il y a quand même un accès qui est relativement aisé et que c'est une association qui est ouverte sur l'extérieur par cette donnée. Donc, le recrutement des forces vives de l'association ne repose pas sur un entre-soi et une cooptation comme ça peut l'être, comme ça peut être le cas dans de nombreuses associations. Et puis, la question de la préparation, hein, on peut se dire avant d'entrer chez Lire et Faire Lire, oh là là, je vais lire des livres à des enfants, donc ça va supposer un gros travail de préparation en amont, je vais devoir faire des fiches, je vais devoir lire des livres, en faire des résumés, des commentaires. Et bien finalement, vous êtes plutôt nombreux à nous montrer que vos séances de préparation n'occupent pas énormément de votre temps. Hein. Vous êtes près des 2/3 des bénévoles à avoir déclaré que ça n'excédait pas la demi-heure. Et donc, vous misez sur l'improvisation, l'imagination, vos capacités d'adaptation au détriment d'un long travail de préparation. Donc là aussi, c'est peut-être aussi votre engagement dans la durée qui a forgé chez vous des compétences, un savoir-être, un savoir-faire aussi, où vous misez plutôt sur vos capacités d'imagination, d'improvisation et d'adaptation plutôt que sur un travail fastidieux de préparation. Alors j'en viens maintenant à la conclusion. Hein, s'interroger sur toutes ces idées reçues finalement révèle que faire du bénévolat chez Lire et Faire Lire, ça ne requiert pas nécessairement de gros diplômes.
ni de compétences pédagogiques particulières, ni un temps de préparation élevé qui pourrait éventuellement représenter des freins importants à l'engagement. Moi, ce que je retiens de ces chiffres, c'est que c'est d'abord le goût de la lecture et la vocation et la volonté de rester actif et dynamique qui vous anime, le souhait d'être au contact avec les autres aussi qui prime, et c'est toutes les sources de satisfaction que vous mettez en avant et qui sont centrales dans votre bénévolat chez Lire et Faire Lire. Voilà, je vous remercie infiniment de votre attention et je n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions. Merci beaucoup, Adrien, pour cette analyse de ces données. Juste avant de peut-être, on va prendre 2 minutes, on a déjà débordé sur… Oui, pardon. Mais non, il n'y a pas de souci. Mais ça mérite quand même de s'attarder sur les quelques remarques qu'il y a eu dans l'espace conversé. Alors déjà, une première confirmation, on mettra le diaporama à votre disposition, bien sûr. Et puis, il y aura dans un deuxième temps une note de synthèse sur laquelle Adrien Riffaut a travaillé. On la mettra bien évidemment à disposition du réseau. Il y avait une remarque sur le nombre des 5000 répondants. Donc, c'est 5000 répondants sur les 20 000 bénévoles, donc un quart du réseau, d'où cette importance, cette information importante qui a été rappelée plusieurs fois sur le fait d'une participation massive sur cette enquête. Peut-être par rapport aux remarques qui ont été posées, il y en a une que je vais partager avec toi, Adrien, pour que peut-être tu réagisses sur la question de la représentativité de l'échantillon, puisqu'il y a eu un taux important de réponse sur certains départements. Est-ce que tu penses que ça peut remettre en question voilà, les éléments que tu as indiqués, alors que peut-être il n'y a pas eu une représentation exacte par département sur l'ensemble du réseau Oui. Mais en fonction des réponses qu'on a obtenues. Alors là, moi, j'ai eu j'ai eu les données des répondants, mais je n'ai pas eu la cartographie de l'ensemble des bénévoles de Lire et Faire Lire. Donc c'est vrai que ces données-là auraient pu être affinées avec les données nationales, en tout cas les données de ces 20 000 bénévoles. Là, en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, ce qui est intéressant, même s'il y a peut-être une plus forte proportion de bénévoles qui agissent en Île-de-France, par exemple, ce qui est important, c'est de montrer aussi la motivation à répondre et l'engagement qu'on a à répondre à l'enquête. Et là, les chiffres parlent, c'est-à-dire que sur les 5000 répondants, vous êtes massivement en région. Donc, peut-être que vous êtes plus nombreux à agir en Île-de-France dans la répartition des 20 000. Mais moi, ce qui m'intéressait dans ce chiffre-là, c'était pas tant la répartition des bénévoles région Île-de-France, c'était de montrer le degré d'implication aussi, qui montre que on minimise trop souvent le bénévolat rural ou régional, et les réponses montrent qu'il y a un véritable attachement, un engagement et une motivation aussi à répondre à des enquêtes de ce type. Merci. En tout cas, c'est vrai qu'on a été très, très surpris quand on a commencé à dépouiller les données brutes du nombre de réponses sur le temps donné, puisque ça a couru sur 2 mois dans le réseau. Et alors, je ne vais pas pouvoir faire remonter toutes les remarques qui ont été posées dans l'espace conversé, mais par contre, on essaiera d'en prendre note et d'y répondre dans la note de synthèse. Donc, on mettra un point de vigilance pour répondre sur certaines de ces remarques qui effectivement amènent à réflexion, notamment sur les questions des motivations des bénévoles, puisqu'on dit toujours que les bénévoles trouvent leur reconnaissance et leur motivation dans cette relation particulière avec ce groupe d'enfants. Et effectivement, ce que tu as annoncé est un peu différent des idées reçues qu'on a au sein du réseau. Donc, on y reviendra dans un deuxième temps dans la note. Merci beaucoup, Adrien, pour tout ce temps que tu as pris pour cette enquête. Et du coup, sans transition, Michel, on va passer au deuxième temps de cette matinée, puisque notre intervenante est parmi nous déjà, je sais, et je te laisse dire ce petit mot de… Bien sûr. D'abord, Cécile, je vais me permettre moi aussi de remercier
Adrien, je pense que ce qui est très bien, Adrien, c'est que votre